Bonjour à tous, Karima, je suis celle chez HashiCorp. Certaines personnes continuent de se connecter, donc je vous propose de leur laisser encore 2 minutes et nous débuterons le webinaire. Merci. Je vous propose de débuter. Donc, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le premier webinaire HashiCorp organisé en français. Donc, notre présentateur ce matin est Nicolas Herman, Senior Solution Engineer chez nous. Donc, durant les prochaines 30 minutes de webinaire, Nicolas va vous présenter comment accélérer vos opérations sur le cloud en utilisant les solutions HashiCorp. À la fin de sa présentation, nous réservons à peu près 15 minutes pour le Q&A. Dans tous les cas, sachez que le webinaire sera enregistré. On vous fera parvenir le lien par mail d'ici 1 ou 2 jours. Et vous avez aussi la possibilité de poser vos questions durant toute la durée de cette présentation à cet effet dans la fenêtre dédiée. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Je vous propose donc de débuter. Nicolas, the floor is yours. Bonjour à tous, merci Karima pour cette rapide introduction. Donc comme tu disais, effectivement, je m'appelle Nicolas Herman, donc je suis Senior Solution Engineer chez HashiCorp. Notre rôle, en fait, dans l'équipe que nous avons en France est d'accompagner l'ensemble des entreprises dans leur transition vers le cloud, ou en tout cas dans tout ce qui est automatisation et répondre à différentes problématiques. Et donc, notre but, en fait, est de justement faire en sorte d'expliquer et de voir comment les solutions HashiCorp peuvent permettre d'accélérer l'adoption du cloud. Donc, avant de démarrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par une petite introduction sur qui nous sommes. Parce qu'il est vrai que nous connaissons principalement les produits comme Terraform et autres, mais on ne connaît pas foncièrement qui est HashiCorp. Donc, HashiCorp a été fondé par Mitchell Hashimoto et Armon Dadgar, qui sont aujourd'hui également les deux co-CTO au sein d'HashiCorp, avec l'idée, en fait, si vous voulez, de simplifier en fait la manière dont sont traités les soucis de l'IT au sein des entreprises. Donc pour ça, le focus a été fait principalement sur imaginer et trouver les workflows les plus simples pour répondre à toutes les problématiques. Donc effectivement, la technologie est importante parce que c'est aussi ce dont on va parler aujourd'hui, mais le but principal en fait d'HashiCorp était réellement de simplifier le workflow pour pouvoir répondre à des problématiques de provisionnement, de sécurité, de network, de réseau, et aussi de savoir comment faire tourner ces applications, et tout ça toujours d'une manière assez simple. Donc, ce que l'on voit en fait depuis maintenant un certain temps, parce qu'il y a eu différentes étapes, c'est que l'informatique change, l'informatique évolue. Donc, on a bien sûr connu tous les mainframes. On est passé ensuite au x86. Ensuite est venue la virtualisation justement pour consolider un maximum en fait les workloads sur un nombre de machines plus réduites pour réduire les coûts notamment. Ensuite, le cloud a commencé à arriver en 2008 avec AWS et maintenant, on commence à voir justement tout ce qui est hybridation, voire au-delà de ça, maintenant, plus que de l'hybridation, être vraiment multi-cloud pour profiter de l'ensemble des systèmes qui sont mis à notre disposition. Donc, pour cela, juste une petite seconde,
pour cela, aujourd'hui, ce que l'on voit donc globalement, c'est effectivement des infrastructures dites statiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend simplement en fait que ça fait maintenant quelques années, comme je disais, déjà même avant la virtualisation, où principalement les infrastructures étaient stockées et gérées au sein de notre propre data center. Donc, on avait en fait construit son data center, voire un deuxième pour tout ce qui était nécessité justement de reprise en cas de problématique sur un des data centers primaires. Et donc, on a des infrastructures qui sont dédiées, qui ont une longue durée de vie, qui ne changent pas et que l'on gère en fait un peu comme, comme sa propre infrastructure ou comme ses propres en fait affaires. Donc, du coup, en fait, la problématique que l'on a avec ça, c'est que du fait de cette infrastructure dédiée, on va avoir du coup des process qui vont être un peu plus lourds pour gérer, notamment le fait de devoir ajouter des nouveaux racks, de devoir ajouter des nouveaux serveurs potentiellement pas des masses d'automatisation sur justement cette infrastructure, parce que du coup elle est statique, elle n'a pas encore besoin de ça. Maintenant, on évolue depuis quelques années, je dirais, sur justement un modèle beaucoup plus dynamique où, comme je disais, déjà de base, on va commencer à automatiser au maximum et faire ce qu'on appelait à l'époque le Software Defined Data Center en interne pour créer un peu ce qu'on va appeler un cloud privé, un cloud on-premise. Et derrière, on a commencé aussi à avoir de l'hybridation avec l'avènement du cloud et notamment AWS en 2008, où justement on commence en fait, si vous voulez, à avoir besoin de faire de l'hybridation entre les ressources que l'on a en interne et les ressources disponibles en externe pour justement augmenter la capacité que l'on a à gérer et à traiter de la donnée ou de l'information. Maintenant, à partir de là, ça a été une première étape, l'hybridation. La deuxième le deuxième changement que l'on est en train de voir et de vivre, c'est le fait que aujourd'hui, on a maintenant plusieurs clouds. Et donc pourquoi? Parce que du coup, plusieurs clouds et chaque cloud en fait a sa spécificité. On va principalement, il est vrai, utiliser AWS Azure pour tout ce qui est capacité de compute, éventuellement des services PaaS type base de données ou autre. Et on va potentiellement aussi utiliser du GCP, donc du Google Cloud Platform, pour tout ce qui est traitement de la donnée, parce qu'historiquement, c'est ce que c'était le métier de Google et c'est toujours le métier de Google d'ailleurs. Et donc, à partir de là, en fait, on est presque obligé, si vous voulez, d'aller effectivement sur ce multi-cloud. Et donc, aussi pour d'autres raisons, notamment, c'est ni plus ni moins que potentiellement, on souhaite aussi faire jouer la concurrence euh, pour justement ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier et valider, en fait, et avoir en quelque sorte une sorte de brokering pour savoir où est-ce que je peux positionner mes workloads au meilleur endroit en fonction de mes besoins et autres. Tout cela, en fait, ça amène aussi à un changement au niveau des processus au sein de l'entreprise. C'est d'un côté, dans le monde statique, on était effectivement basé sur des systèmes de ticketing. Donc, il y a eu l'avènement de tout ce qui était ITIL et ITSM. Donc, c'était mettre des process là où il n'en existait pas pour justement essayer un peu de cadrer et de voir, d'avoir une vue claire de ce que l'on faisait à l'intérieur de son infrastructure, parce que vu que c'est dédié, on a besoin de savoir effectivement tout ce qui est capacity planning et autres. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. La problématique qu'il y a avec effectivement la gestion des tickets, c'est que ça fonctionnait, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec des équipes en silo. Donc, votre ticket passe en fait entre différents silos. Par exemple, vous souhaitez créer une VM. Ensuite, cette VM, on doit lui attacher une IP. Cette IP, elle doit ensuite on doit lui ouvrir des flux. Elle doit parler aussi avec d'autres machines et ainsi de suite. Donc, ça complexifie, en fait, si vous voulez, euh, l'expérience utilisateur dans le sens où on va avoir un temps non compressible pour mettre à disposition une machine ou un service. Donc, je me souviens de l'époque où on avait commencé justement à automatiser tout ce qui était virtualisation des machines, où on avait réussi effectivement chez certains clients à réduire le temps de provisioning des machines à 5 minutes. Par contre, on attendait toujours 2 à 3 semaines le temps que le réseau puisse attribuer une adresse IP ou puisse ouvrir des flux. Donc voilà le système de ticketing et le process. Ce que l'on cherche à faire aujourd'hui, et même je dirais depuis 1 ou 2 ans maintenant,
Donc, appelez-le comme vous voulez. Ça peut être DevOps, ça peut être tout ce qui est continuous delivery, continuous integration. Nous, on voit plus ça, en fait, in fine, comme du self-service, où le but, au final, est de mettre à disposition, en fait, si vous voulez, différentes couches d'abstraction pour que les gens puissent, les utilisateurs puissent commander eux-mêmes leurs services, tout en ayant derrière, en fait, un standard qui a été validé, en fait, par l'entreprise. Donc, c'est ça, aujourd'hui, le modèle sur lequel on tend à aller, c'est effectivement de mettre soit un portail, soit d'autres manières, ou alors justement des API, comme je disais, et on le verra tout à l'heure dans les différentes solutions que l'on propose, le fait de pouvoir consommer en fait cette infrastructure. Donc on change un peu de paradigme. Cela dit, comme je l'expliquais, ça ne veut pas dire que tout ce que l'on a en interne va disparaître parce que de toute façon, on a dessus des systèmes qui sont fonctionnels et qui font tourner en fait l'entreprise et qui sont typiquement en fait le cœur du métier de certaines entreprises qui gèrent les données par exemple. Versus ce que l'on va retrouver effectivement plus dans les applications dites cloud native, le fait d'avoir, si vous voulez, plus un système d'engagement, dans le sens où, par exemple, si je prends l'exemple de mon application mobile pour ma banque, le système de données, le système of record, c'est ce que je vais avoir au sein de la banque et qui va être stocké sur des bases de données traditionnelles, sur des systèmes SAP, sur du mainframe ou autres, qui vont être en fait agrémentés pour moi d'une interface utilisateur beaucoup plus moderne, sur lequel je vais pouvoir plus m'engager, entre guillemets, et plus être attiré par des nouvelles features, par des nouvelles fonctionnalités, parce que justement, c'est ce que je recherche en fait quand je suis connecté avec mon téléphone mobile pour accéder à mes informations. Donc voilà aujourd'hui ce que l'on doit traiter en fait en termes de contraintes entre d'un côté gérer effectivement son système of record et de l'autre son système of engagement. Derrière, bien sûr, ça a une implication parce qu'on ne fonctionne pas exactement de la même manière entre un environnement statique et un environnement dynamique. Typiquement, dans tout ce qui est provisioning d'infrastructures, aujourd'hui, dans le monde statique, je vais gérer du VMware, je vais gérer de l'hyperconvergence, je vais gérer d'autres modèles, mais c'est des choses qui sont déployées sur des serveurs dédiés que je vais entretenir, que je vais manager, que je vais gérer. Donc là, c'est moi qui gère en fait l'ensemble des infrastructures nécessaires. Globalement, pour pas me compliquer la vie, je vais plutôt être sur des systèmes dits homogènes. Là où plutôt au niveau dynamique, justement, je vais plutôt avoir une relation de plus de je cherche de la capacité à la demande quand j'ai besoin justement d'étendre en fait, si vous voulez, les ressources que j'ai à l'intérieur de mon data center. Bien sûr, par essence, ça va être plus hétérogène parce que je vais avoir différents systèmes, parce que je ne m'occupe pas en fait du système sous-jacent. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de gérer mes besoins en capacité. Il en va de même pour la partie sécurité, donc cette autre couche qui est aussi très importante, dans le sens où quand je gère mon infrastructure, quand je gère mon data center, j'ai une énorme confiance dans ce data center parce que c'est le mien, je sais qui y a accès, je sais qui fait quoi. Et du coup, je vais me baser, en fait, si vous voulez, plus sur des IP, des adressages, parce que du coup, c'est pareil, c'est moi qui le gère. Et ce sont des choses tellement statiques, enfin, qui changent très peu. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, si vous voulez, d'utiliser d'autres systèmes d'identité. Là où, à l'inverse, effectivement, dans le monde dynamique, je pars du principe que je ne fais confiance à personne, du fait que ce ne sont pas foncièrement mes data centers, enfin pas partout, et donc du coup, je dois me baser sur autre chose qu'une adresse IP, parce que l'adresse IP change tellement souvent que je dois me baser sur un autre système. Et donc, je vais plutôt me baser en fait sur l'identité, et on verra ce que ça amène comme questionnement derrière. Un peu la même chose également sur la partie réseau. Comme je disais à l'instant, du coup, d'un côté, j'ai des adresses IP statiques, donc du coup, je vais me baser sur des hosts, donc je vais gérer des firewalls, je vais créer des règles de firewall et je vais me baser là-dessus. Je vais pas foncièrement les changer souvent, je vais même pas en fait surtout les supprimer parce que je sais pas trop ce que ça va faire derrière, tellement j'ai un paquet de règles qui sont au sein de mon data center, versus toujours un environnement dynamique où là, je n'ai plus aucune maîtrise sur les IP dans le sens où c'est par nature des services qui vont être éphémères,
qui ont une durée de vie beaucoup plus courte. Et donc, du coup, je ne peux plus m'attacher à l'IP, mais je vais plutôt m'attacher en fait au nom du service. Et donc, c'est avec ça derrière que je vais gérer en fait cette partie-là. Dernièrement, la partie application, donc d'un côté, je vais effectivement déployer des applications sur une infrastructure dédiée. Donc, je sais comment ça fonctionne, je connais mes processus, versus dans un monde dynamique où là, je vais justement plus utiliser en fait des schedulers pour déployer mes applications et considérer ça comme une flotte applicative. Derrière, ça a aussi un impact au niveau du paysage, effectivement, du cloud. C'est que pour chaque couche, en fait, ou chaque étape de l'adoption du cloud, on va avoir un nombre assez important de, de nouvelles technologies qu'il va falloir appréhender, et c'est pas foncièrement simple. Si je prends la partie provisioning, je passe d'un vCenter, par exemple, si je suis sous VMware, à il faut que j'apprenne CloudFormation, ou il faut que j'apprenne ARM, ou il faut que j'apprenne aussi le système de déploiement de GCP. Il en va de même aussi pour tout ce qui est sécurité, où tous les systèmes ont des identités, ont une gestion des identités différentes et qui n'ont aucun sens l'une pour l'autre. Je ne peux pas utiliser, par exemple, mon identité Azure pour me connecter sur AWS et inversement. Il en va de même pour la partie network, où chaque solution va être propriétaire ou en tout cas va être différente. Et du coup aussi, derrière, cela implique, si vous voulez, le fait d'appréhender encore tout un tas de nouvelles fonctionnalités. Et pour finir, dans la partie de développement, donc tout ce qui va concerner le run des applications, également, on part en fait sur des applications qui étaient plutôt positionnées sur des VM et on est en train d'évoluer de plus en plus sur des containers. Donc là où aussi on va avoir différentes solutions à gérer et de plus en plus après le container, on va évoluer effectivement sur tout ce que l'on appelle serverless où on va plutôt faire des fonctions as a service. Et là, pareil, où il va falloir que je traite du lambda, de l'Azure Function, du Cloud Function. Donc, c'est aujourd'hui assez compliqué à gérer parce que du coup, j'ai énormément de nouvelles technologies que je dois appréhender pour ça. Quelle est notre vision là-dessus? Et c'est effectivement le sujet du jour ce matin. C'est penser au workflow que j'ai expliqué au départ. Le but, en fait, d'HashiCorp, c'est d'avoir pensé, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, un modèle opérationnel du cloud pour faire en sorte que l'on ajoute, en fait, si vous voulez, à chaque niveau, à chaque couche, une partie qui va abstraire, en fait, la complexité de l'ensemble des infrastructures ou l'ensemble des ressources que l'on souhaite gérer pour mettre à disposition des API et un workflow simplifié de déploiement et de gestion de son cloud, ou de ses clouds en l'occurrence. Si nous commençons par la couche basse, donc la partie provisioning, et si on commence par Terraform, le but de Terraform va justement être de mettre à disposition, comme je disais, cette fameuse couche d'abstraction et donc, du coup, de simplifier grandement en fait le provisioning et de toujours utiliser ce même workflow, donc qui va permettre en fait, si vous voulez, de décrire son infrastructure et de pouvoir la déployer et de faire ça, peu importe en fait les connaissances que j'ai ou non sur les différents clouds que j'ai à gérer. Comment ça se représente et comment ça fonctionne? Terraform est basé sur un système core et donc ce core en fait, lui, ce qu'il fait, c'est il est principalement là pour justement mettre en musique le fameux workflow que j'expliquais, qui est assez simple, qui est je prépare mon infrastructure, je teste et je fais un dry run de mon infrastructure et ensuite je la déploie et potentiellement je la détruis. Mais le but ici est de pouvoir justement répondre à cette problématique et d'abstraire toute la complexité des API que je pourrais avoir à gérer, que ce soit sur AWS, Azure, GCP, Alibaba ou tout type de cloud. Comment ça fonctionne? Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on a fonctionné avec un système de provider. C'est-à-dire que Terraform si vous voulez, utilise un moteur, on va dire ça comme ça, et derrière, on va pouvoir lui ajouter différentes fonctionnalités via ces fameux providers, et ces providers vont abstraire la complexité justement des API. Comment ça fonctionne? C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas foncièrement HashiCorp qui développe ces providers, ce sont principalement les cloud providers qui le font, ce qui permet en fait d'avoir, si vous voulez,
des providers qui sont assez up-to-date concernant les nouvelles fonctionnalités que ces fameux cloud providers peuvent mettre à disposition. Ils updatent leur provider et nous, en fait, on l'utilise. Et donc, ça nous permet justement de, de pouvoir contrôler, en fait, ces plateformes. D'un point de vue cloud public, c'est assez simple dans le sens où quand je dois parler avec des API AWS, bah, j'ai les API AWS et je peux faire tous les services que AWS propose. Maintenant, quand je commence à parler plus de la gestion du on-premise, et c'est pour ça qu'on a un écosystème très large, on va commencer à avoir besoin de gérer un nombre incalculable d'API et de manières différentes en fait de parler à ces API. Parce que je vais devoir parler à VMware, je vais devoir parler à Kubernetes, je vais devoir parler à GitHub, je vais devoir parler à du Datadog, à des systèmes de DNS, à des systèmes réseau, et ainsi de suite. Et bien sûr, chaque éditeur ou chaque constructeur va avoir sa propre manière d'intégrer et de proposer, de mettre à disposition ces API. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, toujours via ce même workflow, on va avoir un écosystème aujourd'hui de plus de 200 providers qui sont mis à disposition et qui sont aussi bien gérés par les éditeurs et par les constructeurs, mais aussi également via la communauté, via notre modèle open source, en fait, qui est totalement ouvert là-dessus et qui permet aujourd'hui d'avoir un énorme spectre et qui va nous permettre de couvrir de la VM jusqu'au bare metal en passant par le réseau et en passant par différents types de solutions. Maintenant, une fois que j'ai effectivement expliqué ce que sont des providers et comment je peux en fait augmenter les capacités de Terraform, le deuxième aspect est le fait de pouvoir en fait décrire, comme je disais, son infrastructure dans des modèles que l'on va pouvoir mettre derrière à disposition. Donc, ce qui va nous permettre en fait de manière assez simple de créer ces modèles et ces modèles vont être liés à des services. Typiquement, je dois déployer une application. Cette application nécessite plusieurs services. Donc, je vais pouvoir écrire à l'intérieur toutes mes règles firewall, toutes mes règles de load balancing, déployer même un load balancer si nécessaire, déployer tout ce qui est VM ou services associés. Et peu importe, tout ça va être écrit en fait dans cette fameuse template et va pouvoir être réutilisé derrière comme standard, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir du coup déployer mon infrastructure, mais aussi également la supprimer avec une seule commande en éliminant en fait toutes les dépendances qui sont liées à effectivement cette application. Ce qui me permet de ne pas oublier derrière des choses que j'aurais dû déployer à la main ou qui auraient été faites par d'autres équipes. Donc, ce qui nous amène dans un modèle en fait de producteur-consommateur où l'on va avoir effectivement les équipes opérationnelles qui vont décrire les standards de l'infrastructure de l'entreprise, qu'ils soient cloud ou qu'ils soient internes, et ceux-ci vont être mis à disposition des équipes de développement, par exemple, ou en tout cas des end-users qui vont pouvoir l'utiliser de manière totalement indépendante des autres équipes. Et donc, ce qui va nous permettre, malgré tout, ici, de profiter de ça pour justement faire en sorte que l'IT devient plus, si vous voulez, un enabler, donc permettre en fait de mettre à disposition des services plus que derrière quelqu'un qui va, enfin plutôt une entité qui va être vue comme quelque chose qui bloque un peu le business. D'un autre côté, comme on a pu le voir dans les environnements virtuels, la prolifération, le fait de mettre quelque chose en self-service peut nécessiter, bien sûr, derrière le fait de malgré tout mettre des règles de gouvernance et de compliance et de conformité, parce que je ne souhaite pas non plus que tout soit fait dans n'importe quel sens et n'importe comment, parce que malgré tout, ça a un coût. Et donc, du coup, en fait, c'est ce que l'on propose avec Terraform Enterprise, c'est le fait d'ajouter et d'intégrer les équipes gouvernance et compliance dans ce workflow pour éviter effectivement une dérive de l'utilisation de ces ressources dans le cloud. Donc, ce qui nous amène en fait à la manière dont on provisionne le cloud. Aujourd'hui, quand on utilise effectivement ce modèle Terraform, souvent on avait du coup le développeur qui déployait depuis directement sa machine l'infrastructure dont il avait besoin, ou j'étais intégré dans un système CI/CD. Mais comme je l'expliquais précédemment, ce que l'on va retrouver, c'est malgré tout, c'est le fait que à un moment donné, on ne peut pas laisser les portes grandes ouvertes
et donc que tout le monde puisse faire tout ce qu'il souhaite sur les infrastructures, parce que comme je disais, ça a un coût. Et donc, on va rajouter en fait cette notion de gouvernance et de conformité. Et donc, à partir de là, vu que ce n'est pas automatisé dans ce process, on va créer en fait une file d'attente ou plutôt un goulot d'étranglement où on va demander à des utilisateurs, enfin plutôt à des experts dans tout ce qui est gouvernance et conformité, de gérer cette partie-là. Et donc, ils ne sont pas très nombreux et donc, ils vont potentiellement créer un goulet d'étranglement de ce point de vue-là. Donc, ce que l'on souhaite aujourd'hui ajouter dans ce workflow, c'est la possibilité en fait de gérer as code, comme on le fait faire au niveau de l'infrastructure, on va le faire exactement au niveau de tout ce qui est gouvernance et conformité pour être en conformité justement avec les différentes règles que l'on peut avoir. Et donc, du coup, déjà, on avait commencé à standardiser l'infrastructure. Maintenant, on va en plus y rajouter tout ce qui est politique interne de gouvernance et de conformité, et donc fluidifier en fait cette partie-là, et donc totalement automatiser et contrôler le provisioning des infrastructures sur les différents clouds en s'assurant que ça répond bien à nos règles de conformité. Donc maintenant qu'on a effectivement vu la partie provisioning, on peut passer maintenant à une autre étape qui est, OK, aujourd'hui j'arrive à provisionner mon infrastructure, elle est automatisée, elle est en conformité avec mes différentes règles, donc tout ça est parfait. Maintenant, du coup, comme je disais tout à l'heure, on arrive dans un modèle où on a par définition, peu confiance envers les différentes applications, les différents endroits où je déploie mes applications. Donc, il faut ajouter effectivement cette couche de sécurité via notre solution Vault, qui est effectivement notre produit de sécurité chez HashiCorp. Aujourd'hui, comment ça fonctionne, et je peux vous dire que je vois encore ça chez beaucoup de gens, c'est globalement, on a un modèle assez simple. C'est au moment où j'ai besoin d'accéder à une base de données ou au moment où je crée une application qui doit accéder à une base de données ou autre, je vais demander des credentials aux équipes en charge de bases de données ou autres, et ils vont me les fournir. Qu'est-ce que je fais du coup? Parce que mon application, quand je la déploie, je ne peux pas aller me connecter pour le rentrer à la main. Donc, je vais potentiellement le mettre dans mon code, que je vais potentiellement mettre dans un Git qui va être potentiellement ouvert au sein de l'entreprise. Et donc, je mets à disposition des credentials pour accéder à des données auxquelles je ne devrais pas avoir accès. Donc, c'est assez problématique là-dessus. Et je ne peux plus faire ça quand je commence à étendre mes applications en dehors de mon data center, dans le sens où quelqu'un qui arrive à pirater mon système ou une VM Amazon pourrait récupérer effectivement l'ensemble de ces secrets et accéder à mes données juste en lisant le code. Ou alors, je peux aussi faire juste l'erreur de pousser du code Git sur un Git externe. Donc, ce que l'on propose aujourd'hui dans ce workflow également, c'est d'ajouter en fait l'intermédiaire qui sera Vault. Et Vault va être, si vous voulez, le broker d'identité qui va permettre de valider qui peut accéder à quoi au sein de l'entreprise. Donc déjà, la première chose, ça va être effectivement de centraliser les secrets au sein de Vault et donc de retirer l'ensemble de ces secrets du code applicatif ou d'autres endroits qui peuvent être dans la chaîne CI/CD par exemple ou autre. Et donc moi maintenant aujourd'hui en tant que client, je ne fournis plus un user et un mot de passe pour me connecter directement à une base de données. Je vais utiliser mon identité pour me connecter à Vault. Vault va valider mon identité auprès de différents systèmes d'authentification qui peuvent être LDAP, AD, des services IAM type AWS, GCP ou autres, Okta, bref, peu importe, même Kubernetes aussi notamment. Et donc, ils vont me permettre, moi, en tant que client, donc en client, ça peut être humain ou ça peut être une application ou un service, de m'authentifier et donc derrière de effectivement me donner accès en fait, si vous voulez, aux secrets auxquels je suis censé avoir accès. Donc déjà, avant de me donner accès à quoi que ce soit, je dois valider mon identité et ça passe effectivement par l'intermédiaire de Vault. Derrière, on intègre toujours effectivement la partie sécurité. Donc les équipes sécurité sont bien sûr partie prenante de la solution, où là, elles vont permettre en fait de définir les règles à l'intérieur de Vault pour, comme je disais précédemment, de qui peut accéder à quoi à l'intérieur de Vault et aussi
point important, vont pouvoir définir aussi potentiellement les règles de validité des accès, sachant que Vault gère des accès éphémères. Et donc, bien sûr, au bout d'un certain temps, les accès sont coupés, ce qui nous permet aussi d'améliorer la sécurité, je dirais, dans ces infrastructures. Donc, en termes de use case, comme je disais, Vault va déjà permettre de gérer de manière centralisée tous les secrets qui existent déjà dans vos infrastructures. Donc, via ce qu'on appelle sa KV Store, donc pour gérer l'ensemble des secrets statiques que vous pourriez avoir aujourd'hui, gérer les accès via les politiques de sécurité et gérer le temps et aussi le fait qu'une application ou un utilisateur ait un temps imparti pour récupérer ses secrets et qu'il ne soit pas mis à disposition ad vitam aeternam. D'accord ? C'est pour ça qu'on nécessite de se réauthentifier au bout d'un certain temps pour justement s'assurer qu'on a toujours accès au service. Mais derrière, il va aussi pouvoir justement gérer de manière totalement dynamique. Et c'est là aussi un des points intéressants, c'est le fait que l'application, quand elle démarre et quand elle va demander un accès à une base de données, Vault va être justement, comme je disais tout à l'heure, l'intermédiaire d'accès. Et donc, l'application va demander à Vault de lui générer un accès dynamique à une base de données pour que justement cette application puisse récupérer ses secrets et les utiliser pour se connecter à la base de données. Il n'y a plus d'intervention humaine pour justement créer ces secrets et les mettre à disposition. Et comme je disais tout à l'heure, tout ça est associé à un bail, et donc ces bails, ces baux, pardon, ont une durée de vie, et donc au bout d'un certain temps, mon application doit se réauthentifier pour réaccéder aux données auxquelles elle a besoin d'avoir accès. Donc ça, c'est un des premiers points, c'est effectivement couvrir l'ensemble de la gestion des secrets, qu'ils soient statiques ou dynamiques, et qui vont permettre aussi, notamment, comme je disais tout à l'heure, à un humain, donc à moi, un utilisateur, de pouvoir aussi demander à Vault de générer des accès sur AWS, de générer des accès sur Azure ou sur GCP, des accès qui sont temporaires. Donc, je n'ai plus besoin aussi de gérer ça en tant que contrainte au sein de mon IT. Deuxième use case, c'est pouvoir utiliser Vault en termes de chiffrement à la demande. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a des problématiques de contraintes et des problématiques de conformité imposées par différentes règles internationales. Bref, du coup, on va faire porter cette contrainte aux développeurs de l'application qui, eux, sont pas foncièrement des cryptographes à la base. Et donc, ils vont tenter d'implémenter quelque chose. Et à partir du moment où ce n'est pas foncièrement leur métier, ils vont peut-être le faire pas de la bonne manière. Et donc, si je le fais pas de la bonne manière, ça équivaut à comme si je faisais rien globalement, parce que du coup, mes données sont potentiellement, visibles. Donc, le but, en fait, de Vault dans cette partie-là, ça va être de justement de faire porter toute la gestion du chiffrement auprès de Vault et d'utiliser les API de Vault qui sont normalisées directement au sein de son application. Donc, le développeur n'a plus à se soucier de comment il doit l'intégrer. Il a juste besoin de faire des appels à Vault. Et Vault va se charger, en fait, de tout ce qui est chiffrement et de tout ce qui est rotation des clés et ainsi de suite. Ce qui permet d'avoir une plus grande, en fait, si vous voulez, sécurité concernant ces datas, notamment quand on est dans le cloud, parce que du coup, on garde la main sur les données. La sécurité, c'est fait d'une certaine manière, donc la gestion des secrets et autres. Maintenant, passons plus à la connectivité justement de ces différents services, de ces différentes applications, avec notre solution qui s'appelle Consul, qui est aujourd'hui une des solutions qui scale le plus, dans le sens où on a des clients qui ont dans un cluster, dans des clusters Consul, pardon, qui ont plusieurs centaines de milliers de nœuds qui sont interconnectés justement via Consul pour définir une map en fait un peu de leur service. Donc ce que l'on remarque aujourd'hui d'un point de vue réseau, c'est qu'on est encore sur un système qui est assez traditionnel dans le sens où tout a évolué, le compute, tout ce qui est stockage, ça a évolué également, mais il reste effectivement cette partie réseau qui a évolué, mais qui est encore un peu, je dirais, le parent pauvre des nouvelles technologies sur cette partie-là. Et donc, du coup, on se retrouve dans une infrastructure traditionnelle où on va avoir tout ce qui est load balancer pour tout ce qui est gestion du trafic et pour tout ce qui est en fait mise à disposition d'un service qui doit être bien sûr scaler derrière pour gérer l'ensemble de mes ressources. Et donc derrière
tout ce que j'ai à mettre, tout ce que j'ai à provisionner, pardon, c'est une IP statique que je mets sur mon load balancer. Et derrière, j'y attache bien sûr des services qui sont plus ou moins statiques. Et une fois que j'ai déployé mon application, derrière, il reste toujours à gérer le fait de l'ouverture des flux. Et comme j'expliquais en tout début, il est vrai que ça reste malgré tout un process qui est assez long parce que je dois bien vérifier de qui peut accéder à quoi, que je regarde mes règles de firewall, des règles de quel type d'ordonnancement je dois faire et autres. Donc, c'est assez complexe. Et donc, potentiellement, ça met effectivement du temps à être mis à disposition. Et comme je disais, je parle de banques ou je parle d'autres types de verticaux où on a toujours en fait potentiellement le réseau qui est le goulet d'étranglement sur la partie mise à disposition en fait des ressources. Donc ce que l'on souhaite amener en fait avec Consul, c'est justement déjà, si vous voulez, changer le paradigme et donc ne plus s'attacher à une IP adresse, donc à une adresse IP, pardon, mais plus à un nom. Et donc, on va utiliser en fait le nom de service et donc la partie DNS de Consul pour justement faire en sorte de pouvoir diminuer le temps de mise à disposition de ces différents services et de les interconnecter entre eux. Donc, ce que vont faire les services, c'est qu'ils vont pouvoir s'enregistrer et qu'ils vont pouvoir se découvrir les uns avec les autres. Et donc, du coup, ce qu'on va faire au niveau de Consul, c'est qu'on va mettre à disposition en fait un catalogue ou si vous voulez un annuaire, ça peut être une bonne analogie, de l'ensemble des services que l'on a, que l'on soit dans le cloud ou que l'on soit en premise. Et donc, du coup, on va, par exemple, si je suis une application, je vais dire, plutôt que de me connecter à l'IP X, je vais demander, donne-moi qui est en fait, qui héberge le service database SQL, par exemple. Et donc, je vais avoir en retour le service avec les IP concernés qui hébergent ce service. Donc, je fais l'inverse. Donc, cela va nous permettre notamment de maximiser, en fait, si vous voulez, les ressources et donc de diminuer le besoin en load balancer dans tout ce qui est trafic est-ouest, notamment dans tout ce qui est microservices, dans tout ce qui est interne au data center, pour justement utiliser en fait les fonctionnalités de Consul et notamment se baser sur le mécanisme de DNS qui intègre en fait de base la partie round robin et qui va permettre, si vous voulez, de limiter en fait cette partie load balancer. Donc ça, c'est pour la partie routing. Maintenant, une fois qu'on a effectivement toute cette map, toute cette carte en fait de l'ensemble des services qui sont disponibles et que l'on gère le routage entre ces différents services, on va ajouter une couche supplémentaire qui est de maintenant, j'ai répondu certes à la problématique de load balancer et donc la diminution du monode de load balancer et donc réduction des coûts derrière, à s'attaquer à une partie plus sécurité, qui derrière va être effectivement la gestion des règles firewall. Dans un monde dynamique, comme je disais tout à l'heure, mes IP changent, tout change de manière assez rapide, et donc du coup derrière mes firewalls, c'est assez compliqué à gérer les règles, parce que du coup je dois en permanence rajouter, supprimer, modifier des choses à l'intérieur. Donc le but en fait, si vous voulez, c'est que de base on va faire ce qu'on appelle de la segmentation et on va se baser plus sur le nom des services. Et donc, on va créer ce qu'on appelle des intentions pour dire tel service a le droit de parler à tel autre service. Et donc, peu importe dans le service combien d'instances il y a, ce n'est pas mon problème, ça va être géré par Consul. Et donc, ça nous permet justement de faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus visible parce qu'on parle de service à service. Et derrière, pour sécuriser les communications, comme on le fait en fait sur globalement toutes les communications que l'on a sur nos différents services, on va utiliser ce qu'on appelle le mutual TLS pour assurer une communication chiffrée entre tous les différents services que l'on peut avoir au niveau de nos infrastructures. Donc le but ici en fait est de créer un maillage entre nos différents services pour justement améliorer cette partie communication est-ouest. Donc maintenant, effectivement, ce qui est important du coup, c'est que l'on va pouvoir du coup utiliser Consul comme un service d'enregistrement global de l'ensemble des applications ou des services que l'on a au sein de ces différentes infrastructures. Et donc, on va aujourd'hui potentiellement, par exemple, permettre à des services qui sont dans Azure de pouvoir communiquer avec des services qui sont dans AWS sans avoir besoin de monter des VPN, des choses comme ça entre les deux, qu'on va appeler ce qu'on utilise des mesh gateway. Et
On va utiliser ce qu'on appelle plutôt des mesh gateways, par exemple, dans le bon sens. Donc, pour le coup, du coup, derrière, avoir une vérification en fait des intentions entre Azure et AWS pour permettre justement de valider si le service sur Azure a le droit de parler à celui sur AWS. Et donc, ce qui nous permet en fait d'avoir globalement un réseau multi-cloud où derrière, on va pouvoir gérer tout ça via des règles assez simples au niveau des services. Voilà pour la partie consul. Maintenant, il nous reste la partie effectivement déploiement des applications et comment je gère ça. Donc là, aujourd'hui, on a notre solution qui s'appelle Nomad et le but est de dire, oui, je dois déployer des applications, je dois toujours fournir ce même workflow pour déployer mes applications et mes applications ne sont pas toutes containerisées aujourd'hui et donc j'ai différents types d'applications que je dois gérer. Donc, ce que l'on fait aujourd'hui avec Nomad, c'est, on le voit dans différents use cases. Aujourd'hui, par exemple, Nomad est beaucoup utilisé dans tout ce qui est domaine du batch processing. Donc, ça peut être du HPC ou ça peut être d'autres sujets. Pourquoi? Parce que justement, on va pouvoir, du coup, à partir de Nomad, décrire la manière dont l'application est censée fonctionner, donc est censée être tournée, envoyer ça à Nomad et Nomad va gérer en fait le déploiement et comment s'assurer que les charges de travail sont bien gérées comme il se doit. Derrière, on va pouvoir également gérer, donc au-delà des batch workloads, on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est applications dites traditionnelles ou historiques, dans le sens où on va pouvoir importer des VM ou alors même carrément des binaires, qu'ils soient Java, qu'ils soient C++ ou qu'ils soient Python, qu'ils soient autres, et directement en fait les faire tourner dans la ferme nomade qui est utilisée pour ça et qui va pouvoir permettre de scheduler ça directement. Troisième point, pardon, la partie aussi orchestration des containers. Donc, pouvoir utiliser toujours Nomad pour déployer en fait des containers et scheduler et orchestrer le déploiement de ces containers tout en manageant la scalabilité de ces applications sur tous les clusters, sur tous les membres pardon, du cluster Nomad. Derrière, en termes de use case, donc ce qui est important à noter avec Nomad, c'est comme je disais, je vais plutôt appeler ça potentiellement un méta-orchestrateur ou un méta-scheduler dans le sens où on va pouvoir justement, au-delà de faire uniquement des containers, on va pouvoir faire de la VM, on va pouvoir faire du batch, on va pouvoir faire des services à longue durée ou à courte durée, mais aussi déployer tout ce qui est binaire, qu'il soit Windows ou Linux, c'est assez important. Derrière, ce qui est important aussi, du coup, c'est qu'on rajoute en fait une étape qui va nous permettre justement d'optimiser l'utilisation des ressources avec ce qu'on appelle le bin packing dans Nomad. Et donc, qui dit réduction des ressources, dit bien sûr réduction des coûts, pardon. Et derrière, la possibilité justement de pouvoir manager Nomad dans un environnement multi-cloud avec la fédération des différents clusters nomades. Et ce qu'on est en train d'amener aussi derrière en termes de fonctionnalité, c'est la possibilité pour Nomad de déployer et de gérer tout ce qui est aussi fonction as a service, style Lambda ou Azure Function ou autres sur les différents clouds. Donc voilà, grosso modo, l'ensemble des briques et l'ensemble des couches que l'on a pour répondre à ces différentes problématiques. Et donc, le but, en fait, de ce modèle opérationnel, c'est in fine, c'est bien sûr de pouvoir, en fait, accélérer le déploiement et la mise à disposition des applications, parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Donc, principalement, dans un premier temps, au niveau opérationnel, au niveau provisioning, où les équipes opérationnelles vont pouvoir standardiser les infrastructures et donc, du coup, mettre à disposition des API et un workflow standardisé pour l'ensemble des infrastructures que je souhaite gérer et que je souhaite déployer. Pardon. Ensuite, je vais pouvoir, au niveau des équipes sécurité, également faire la même chose, mais d'un point de vue plus gestion des secrets et management des secrets. Donc, sécuriser en fait mes applications et faire en sorte que tout ce que je déploie est sécure et donc me garantit, entre guillemets, si vous voulez, un peu de la tranquillité quand je déploie ça dans différentes infrastructures, toujours via ces workflows et via ces différentes API. Il en va de même pour la partie networking, donc la partie réseau, où ils vont pouvoir justement mettre à disposition toujours l'intégration de ces nouveaux services qui vont être déployés, l'enregistrement, gérer la connexion via toujours ces intentions, comme j'expliquais tout à l'heure. Et à la fin, chaque fois je me trompe de touche, et à la fin,
la partie développement qui est l'étape ultime, qui est de pouvoir en fait via Nomad mettre ces applications à disposition. Donc voilà aujourd'hui globalement la vision de HashiCorp sur le modèle opérationnel du cloud et les différentes étapes que l'on peut mettre à disposition pour aider justement les entreprises à atteindre ce but. Pour finir, et ce qui est important, c'est à travers toutes ces différentes couches, on va ajouter toujours ce moteur de règles propre à toutes les solutions qui va permettre en fait d'y ajouter tout ce qui est gouvernance et conformité pour s'assurer que tout ce que l'on déploie et tout ce que l'on gère ou tout ce que l'on crée, que ce soit des secrets ou que ce soit le réseau, soit en conformité avec les règles de l'entreprise. J'en ai fini Merci pour Nicolas. cette partie-là. C'est le moment des questions-réponses. Les Q&A, tout à fait. Merci Nicolas pour cette présentation très claire et succincte du portfolio. Donc en effet, n'hésitez pas à poser vos questions. Les premières questions concernent Consul. Oui. Quel port est utilisé par Consul et la configuration se fait-elle de manière centralisée? Alors, les ports, donc ça c'est très technique, mais on va répondre. On a deux ports, c'est le 8500 et le 8600 en fonction des API que l'on souhaite taper. 8600 c'est pour la partie DNS, 8500 c'est pour la partie HTTP et communication entre les nœuds de mémoire, parce que j'ai plus tous les ports en tête. La gestion, en fait, Consul fonctionne avec un système de cluster et donc effectivement, il y a des serveurs qui contrôlent en fait, si vous voulez, l'ensemble de l'état de santé du cluster lui-même, donc des trois ou cinq nœuds qui sont membres de ce cluster. Après, la particularité aussi de Consul, c'est qu'on va pouvoir justement décharger en fait la gestion des services. Donc, typiquement, je vais, à chaque fois que je déploie une application, à chaque fois que je déploie un nouveau service, je vais y adjoindre, alors c'est mieux, c'est pas obligatoire, mais je vais y adjoindre ce qu'on appelle un consul agent qui va fonctionner en tant que client et qui va en fait gérer le health check local des services pour s'assurer que le service est fonctionnel et qui va aussi gérer tout ce qui est l'enregistrement de ce service et la découverte des autres services. Voilà globalement comment ça fonctionne au niveau de Consul. Derrière, on va pouvoir aussi gérer dans Consul la centralisation des configurations pour les services via la partie KV Store de Consul. Merci. La seconde question, c'est quelle est la différence entre Consul, enfin en quoi Consul se différencie d'Istio? Alors, c'est une question qu'on a effectivement très souvent. Aujourd'hui, Istio est un projet qui est porté effectivement par la communauté Kubernetes pour tout ce qui est connexion service mesh au sein des clusters Kubernetes. Et c'est là où en fait il y a déjà une grosse différence, c'est qu'aujourd'hui Istio est principalement orienté pour tout ce qui est monde container Kubernetes, là où Consul adresse tout le spectre. Il va aussi bien adresser tout ce qui est container que tout ce qui est VM, que tout ce qui est cloud, que tout ce qui est service externe. Et c'est là globalement la partie la plus importante, je dirais. Le but étant de pouvoir être justement, ne pas avoir à gérer 40 solutions différentes, mais de pouvoir en avoir une seule uniforme au sein de au sein de mon IT et de mes différents services que je dois gérer. D'accord. La troisième question est une question concernant Terraform. Où peut-on trouver la liste des providers qui s'intègrent avec Terraform? Alors pour ça, il y a sur notre site, on répondra, je pense, dans le retour, parce que j'ai pas l'adresse en tête, mais c'est effectivement, on a un site sur notre site, pardon, où on a un lien qui permet de voir toutes les intégrations qui sont faites avec les différents produits, pas que Terraform, mais aussi Vault, Consul et Nomad. Et après, sinon, on a directement sur le site de Terraform, donc terraform.io, la liste de tous les providers qui sont existants et supportés par Terraform. Enfin, gérés avec Terraform, pardon. On a une dernière question qui te concerne un peu moins, mais qui est quel est le modèle de tarification de vos solutions? Alors, c'est une très bonne question. Merci pour celle-ci. Mais Mais c'est pas moi qui y répondrai parce que c'est justement, c'est ça. pour ça que Karima est là. Et donc, c'est Pas le Karima moyen et le ses plus collègues, en simple effet.
Voilà. Le moyen le Voilà. plus simple d'avoir la réponse à cette question, c'est de se rapprocher de l'équipe commerciale d'Achicorp. Tout à fait, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question et pour tout projet sur le sujet. Alors, il y a d'autres questions qui viennent d'arriver, notamment une concernant Nomad. Donc, je vais Oui, la lire. Prévoyez-vous de faire un webinar plus particulièrement centré sur Nomad? Apparemment, la personne utilise actuellement l'orchestrateur de conteneurs Swarm, mais serait intéressée pour migrer vers Nomad. Donc, tout à fait. je vais, oh là là, je vais continuer, hein, puisque Vas-y. Ah, la question est longue. euh, oui, la question est assez, est assez longue, mais je remercie la personne d'avoir pris le temps Oui. quand même de l'écrire. Donc, votre présentation est une très bonne introduction à ce que peuvent faire les solutions HashiCorp au global. Mais je pense qu'un webinaire avec un exemple concret de déploiement de NAP avec l'ensemble de l'écosystème HashiCorp serait intéressant. Donc, en effet, merci pour ce conseil. Euh, Merci. Par Effectivement, exemple, là, cette présentation était plus un high level, entre guillemets. Et tout à fait. on prend vos retours en considération. Et donc, du coup, ça nous donnera l'occasion de faire un autre webinar plus technique avec effectivement plus de démos. Alors, je vais rebondir dessus parce qu'en effet, si je continue sur la question de la personne, euh, en effet, à un moment, il fait référence à Vault pour gérer les credentials d'accès à la base de données. Oui, Et donc là, je vais rebondir sur le sujet. Donc déjà, je vous remercie tous pour vos questions et Nicolas pour tes réponses. Et on espère que vous avez apprécié ce premier webinaire en français qui vous a donné une meilleure visibilité sur notre portfolio et notre offre au global et comment nous pouvons vous accompagner dans l'accélération de vos opérations dans le cloud. Et en effet, notre prochain webinaire en français aura lieu donc le 17 septembre et sera dédié à Volt. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez peut-être déjà reçu le lien. Donc, ça rejoint un peu la question précédente. Dans tous les cas, comme je vous l'expliquais en début de séance, vous recevrez d'ici 1 ou 2 jours un email avec le lien et les slides de présentation. Et on espère vous revoir tous à notre prochain webinaire le 17 septembre. D'ici là, passez une excellente journée à tous. Merci. merci, au revoir. Au revoir.